Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 2, qui est en réalité le premier chapitre du contenu de ce livre. Et ce chapitre 2 porte sur l'ancienne éthique. La portée de ce qui est décrit comme l'ancienne éthique est en réalité très vaste. Elle comprend les idéaux humains les plus hétérogènes et inclut toute une gamme de degrés de perfection. Mais, dans chaque cas, elle implique une assertion du caractère absolu de certaines valeurs qui sont représentées par cette ancienne éthique en tant que devoirs moraux. L'ancienne éthique de l'Ouest a plusieurs sources. Les sources judéo-chrétiennes et grecques étant les plus influentes parmi elles. Cela n'est pas notre tâche ici d'énumérer les origines et les combinaisons variées et les inflexions de l'ancienne éthique, ou de tracer le cours de leur développement. Le prototype idéal au centre de l'ancienne éthique peut être la figure du saint ou de l'homme sage, du noble ou du bon, du dévot ou de l'observant orthodoxe de la loi, le héros ou l'homme qui se contrôle lui-même. Mais que ce soit le kalos kai agathos, qui veut dire le beau et le bon, des Grecs, le gentleman idéal de l'Angleterre, la dévotion de saint François ou bien la fidélité à la loi des pharisiens, tout ceci apparaissent comme des symboles dominants. Et dans chaque cas, un bien qui peut être connu est représenté comme une valeur absolue. Cette valeur peut être vue comme une loi qui peut être révélée ou immanente, comme une idée que l'on a obtenue par l'intuition, ou bien comme une instigation de la raison, mais elle est toujours une valeur codifiable et transmettable qui gouverne l'être humain, la conduite de l'être humain de manière universelle. On a toujours jugé que l'idéal de la perfection pouvait et devait être réalisé par l'élimination de ces qualités qui sont incompatibles avec cette perfection. Le déni du négatif est forcé dans le déni du négatif, son exclusion forcée et systématique est une caractéristique fondamentale de cette éthique. Bien que ces symboles dominants soient variables, la formation morale de la personnalité est, dans chaque cas, seulement rendue possible par une tendance consciente à l'unilatérité et par l'insistance dans le caractère absolu de la valeur éthique. Cette invariabilité exclut tous les regroupements de qualités qui sont incompatibles avec cette valeur. Cela n'est pas notre préoccupation ici d'investiguer la validité des valeurs. Leur relativisation a bien été un des résultats du développement de l'Occident. Mais de les arranger par ordre de précédence. Notre tâche est plutôt d'étudier je me suis trompée pour la phrase précédente. Ce n'est pas ici notre préoccupation d'investiguer la validité de ces valeurs
Entre parenthèses, leur relativisation a été un des résultats du développement de l'Occident, ou bien de les arranger par ordre de précédence. Notre tâche est plutôt d'étudier les effets psychologiques de cette ancienne éthique sur l'homme occidental. Il sera alors clair qu'il y a deux principes fondamentaux, deux méthodes fondamentales en fait, qui ont rendu possible cette implémentation de l'ancienne éthique. Ces méthodes fondamentales sont la suppression et la répression. Il y a dans la suppression, c'est-à-dire dans l'élimination délibérée par la conscience de l'ego de ces caractéristiques et tendances de la personnalité qui ne sont pas en harmonie avec la valeur éthique, ce qu'on appelle le déni du négatif est plus clairement exemplifié comme principe dirigeant de l'ancienne éthique. La discipline et l'ascétisme sont les formes les plus connues assumant cette technique de suppression qui est utilisée par à la fois par les saints judéo-chrétiens, indiens, musulmans, pour refuser la satisfaction des désirs de leur corps et leur sexualité. Par l'observant fidèle de la loi pour exclure toutes les tendances contraires à cette loi, et par le gentleman pour refuser d'admettre toutes ces caractéristiques humaines qui sont incompatibles avec son idéal éthique. La suppression est une réussite consciente de l'ego, et elle est en général pratiquée et cultivée de manière systématique. Il est important de remarquer que dans la suppression, un sacrifice est fait qui conduit à la souffrance. Cette souffrance est acceptée, et pour cette raison, les contenus rejetés et les composants de la personnalité continuent de retenir leur connexion avec l'ego. Il est vrai qu'un veto moral qui requiert la suppression d'un type donné de réaction instinctive refuse la satisfaction de cet instinct. En même temps, cependant, la réaction instinctive supprimée continue de jouer un rôle important dans la vision de la vie qui est la vision de la vie de la conscience de l'ego qui la supprime. Nous devons considérer l'économie psychique de la suppression quand nous analysons les faits psychiques de l'ancienne éthique. En contraste avec la suppression, la répression peut être regardée comme l'instrument le plus fréquemment utilisé par l'ancienne éthique pour sécuriser l'imposition de ses valeurs. Dans la répression, les contenus exclus et les composants de la personnalité qui sont contraires à la valeur éthique dominante perdent leur connexion avec le système conscient et deviennent inconscients et oubliés, c'est-à-dire que l'ego est entièrement inconscient de leur existence. Les contenus réprimés, contrairement aux contenus supprimés, sont retirés du contrôle de la conscience et fonctionnent indépendamment d'elle. En fait, comme la psychologie des profondeurs l'a montré, ils mènent une vie souterraine active qui leur est propre, avec des résultats désastreux à la fois pour l'individu et le collectif. Ce que l'étude des névroses a démontré dans le cas de l'individu, nous devons maintenant montrer que cela est aussi vrai pour le collectif.
les complexes de l'inconscient qui ont été privés de la lumière du jour par la répression sapent et détruisent le monde de la conscience. L'impureté et l'obscurité embrouillée de la situation qui survient en tant que résultat de la répression a des effets qui sont bien plus dangereux que ceux de l'ascétisme, avec sa conscience claire de l'attitude de suppression. Je vais recommencer la dernière phrase. L'impureté et l'obscurité embrouillée de la situation qui survient comme résultat de la répression a des effets qui sont en réalité bien plus dangereux que ceux de l'ascétisme, avec son attitude consciente claire de suppression. Je vais m'arrêter là dans la lecture de ce chapitre qui est très long et qui nécessitera plusieurs vidéos. Je sais que celle-ci est courte, mais je préférais m'arrêter là parce qu'après on entre dans d'autres développements et d'autres sujets. J'ai fait le choix de traduire suppression en anglais par suppression, même si en réalité ce n'est pas une bonne traduction. Mais le problème, c'est que les deux mots suppression et repression en anglais sont traduits de la même façon en français par les dictionnaires que j'ai pu consulter. Par exemple, là, si je cherche suppression dans un dictionnaire anglais-français, je vais trouver suppression-répression. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de mots différents en français, alors que l'auteur distingue ici de façon claire deux principes différents. Et donc, pour résumer, la suppression consiste à rejeter les caractéristiques qui sont contraires à nos valeurs éthiques, c'est-à-dire ne pas adopter un comportement qui est contraire à ces valeurs. Et si jamais on ne se conforme pas à nos valeurs, on va ressentir de la culpabilité. Ou bien si on arrive à résister à notre instinct qui nous pousserait à agir de façon contraire à nos valeurs, alors on va ressentir une souffrance parce qu'on renonce à un instinct. Donc cette attitude de suppression fait qu'on a toujours conscience que on obéit ou pas à une règle. Donc quand on arrive à résister à notre instinct pour obéir à notre règle éthique, c'est une lutte contre soi-même, contre ses instincts, et on aura toujours conscience qu'on a réussi à lutter contre cet instinct, et donc on aura toujours conscience de l'existence de cet instinct. Et c'est fondamentalement différent de l'attitude de la répression, qui, elle, ne permet pas de garder conscient le fait que on a un instinct qui est contraire à nos valeurs éthiques. Et donc, la répression, on peut parler, ça se rapproche de ce qui est couramment compris comme le refoulement, c'est-à-dire qu'on va désobéir à nos propres, par exemple, si on va désobéir à notre propre règle éthique, on va pas, on va pas avoir conscience de notre instinct qui nous pousse à agir de façon contraire à notre éthique.
Mais dans le cas donc de la répression, euh, comme on n'a pas conscience de ce conflit entre nos valeurs et nos instincts, ces instincts vont quand même avoir une influence sur nous. C'est-à-dire que comme ils ne seront plus conscients, ils vont donc l'auteur dit qu'ils ont une vie indépendante et donc ils agissent sur la, 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 psy, la psyché de la personne et cela aussi une influence sur son entourage et donc plus globalement sur le collectif. Donc je voulais arrêter là ma lecture et mon explication du premier chapitre en ayant présenté ces deux méthodes fondamentales de l'ancienne éthique.